la TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Il a officiellement pris fonction ce jeudi pour lutter contre la corruption et les infractions assimilées au Togo. Abba Kimela Balou a juré d'accomplir cette mission devant la Cour suprême. Nous vous en rendrons compte en début de journal. Des hommes d'affaires britanniques sont à Lomé pour prospecter de bonnes affaires. Ils rencontrent pendant 2 jours acteurs du secteur privé et public togolais. Et puis, une maison pour accueillir et offrir une nouvelle chance aux personnes en décrochage, aux drogues et aux substances psychoactives. Elle a été inaugurée, cette maison, à Agbodrafo, et elle porte la signature de la Croix-Bleue internationale Togo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de suivre le journal. Prestation de serment ce jeudi à Lomé du nouveau président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées devant la Cour suprême. Abba Kimela Balou, nommé il y a 2 semaines par le chef de l'État, a juré de faire la guerre aux crimes économiques. Compte rendu de la cérémonie avec Arnaud Kiliou. Devant les membres de la Cour suprême, en présence des présidents des institutions de la République, membres du gouvernement et corps diplomatique et consulaire, Abba Kimela Balou a prêté serment en tant que président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à PLUSA, une institution administrative chargée de promouvoir et de renforcer la lutte contre la corruption. J'ai eu l'occasion de prendre un engagement solennel de remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution, des institutions de la République, avec probité, neutralité et intégrité. C'est une grande responsabilité. Nous allons intensifier les actions de sensibilisation, d'information, de formation et d'éducation à l'endroit de toutes les populations afin qu'elles puissent comprendre les conséquences néfastes de la corruption et d'avoir les outils nécessaires pour contribuer à cette prévention et à la lutte contre ce phénomène de corruption. Tous les acteurs déjà impliqués seront fortement invités à une action concertée afin que nous puissions ensemble relever le défi. Serment reçu par le président de la Cour suprême, Yaya Bawa Abdoulaye, qui, avant de le renvoyer à l'exercice de ses prérogatives, a relevé la délicatesse de sa mission. Notre pays vit des heures difficiles sur le plan sécuritaire et aussi économique. Il nous semble qu'après le football, la corruption devient le 2e sport national. Tout ce qu'on vous demande pour votre nomination, c'est de faire en sorte que ce 2e sport ne soit plus praticable. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas simple non plus. Ne vous laissez pas intimider, ni impressionner. Est-ce que vous le pouvez? Si vous ne le pouvez pas, tout de suite, déchargez-vous. Vous avez le choix entre un combat sain. Et pour cela, si vous réussissez, avec le soutien de tout le monde, la République et le Seigneur vous le rendront. Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour suprême, Mme Azan Ledji Ahadji, a présenté à l'assistance les qualités de ce magistrat de haut rang qui s'est illustré dans plusieurs postes de responsabilité au niveau national et international. Abba Kimela Balou et son équipe vont renforcer l'appareil de prévention et de lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène l'économie nationale. Quelle utilisation est faite des ressources financières mises à disposition du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat? La question se pose en interne et le personnel concerné est en formation sur la réédition de comptes.
L'exercice sera désormais plus régulier. Marie-Anna Beta, Yasmine Kodja. Rendre compte et justifier de l'utilisation des ressources financières mises à disposition dans les services. Un impératif pour le bon fonctionnement de l'administration. Les directeurs, chefs services rattachés et comptables du ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat sont en formation pour l'exécution régulière de cet exercice. Depuis la planification de tout ce qu'il y a comme politique publique jusqu'à l'exécution et consorts, en passant par la budgétisation et autres, ou l'exécution et autres. Donc la réduction des comptes vient en amont. Et c'est ça vraiment qui fait en quelque sorte une sorte de bilan qui démontre en réalité est-ce que les objectifs qui ont été fixés ont été atteints. Nous allons passer en revue tous ces éléments et outiller les acteurs par rapport à chaque étape pour les permettre de pouvoir vraiment être au cœur de ces réformes. Ce sera un compte rendu annuel fidèle à la situation financière avec des informations suffisantes, exactes et sincères. Le ministère veut pouvoir faire une évaluation complète de la destination des deniers publics. Quelle que soit la source de financement, il est important de rendre compte pour permettre d'apprécier l'utilisation faite des ressources financières. Cet atelier, faut-il le rappeler, s'intègre dans une série de formations des acteurs de notre ministère pour les outiller à la mise en œuvre efficace et efficiente des réformes engagées pour le développement et la modernisation de l'ETP et de l'artisanat dans notre cher pays, le Togo. 2 jours de formation pour outiller les acteurs à répondre à cette vision de bonne gouvernance. Une vision impulsée par les plus hautes autorités du pays. Et dans la même foulée, le ministère de l'Économie et des Finances lance le projet Bonne gouvernance financière, financé à plus de 6 milliards de francs CFA par la coopération allemande à travers la GIZ. Ce projet va améliorer la gestion des finances publiques et renforcer la lutte contre la corruption. Carmen Madiakakbo nous en dit plus. Plusieurs progrès ont été enregistrés ces dernières années dans le domaine de la gestion des finances publiques au Togo. L'exécution du budget de l'État en mode programme depuis janvier 2021 en est une illustration. Mais le gouvernement reste sur sa soif d'amélioration de l'efficacité dans la gestion des finances. Avec la coopération allemande, il lance le projet Bonne gouvernance financière à GFG. Ce projet va durer 3 ans. Il est financé à hauteur de 9,5 millions d'euros, soit un peu plus de 6 milliards de francs CFA par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Le projet va contribuer essentiellement à l'amélioration du pilotage des réformes dans le domaine des finances publiques, à la mobilisation des ressources avec un appui à l'unité de politique fiscale et à l'Office togolais des recettes. Et aussi, le projet va contribuer à renforcer les corps de contrôle afin d'œuvrer à contribuer à la réduction de la corruption et donc à une meilleure mobilisation des ressources pour gérer les projets en faveur des populations togolaises. En 2021, le Togo a conclu un nouveau partenariat avec l'Allemagne. Ce partenariat cible 3 domaines stratégiques: l'amélioration du climat des affaires, le renforcement de la performance agro-industrielle et la promotion de la bonne gouvernance. Selon le premier secrétaire aux affaires de la coopération allemande au Togo, le projet Bonne gouvernance financière vient concrétiser le 3e axe. En tant que partenaire technique et financier, l'Allemagne veut aider à développer le Togo et soutenir les approches de la bonne gouvernance financière au Togo. Pour le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, ce projet s'aligne parfaitement sur l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dont l'une des ambitions est d'améliorer encore davantage la gestion des finances publiques et partant transformer structurellement les conditions de vie des populations.
Des opérateurs économiques britanniques en mission de prospection au Togo. Ils se voient présenter les opportunités d'investissement et autres atouts du pays. Ces potentiels investisseurs rencontrent sur 2 jours les acteurs du secteur privé à Lomé. Ramdan Bassina. Le Togo en opération de charme sur ses potentialités économiques. La cible, les hommes d'affaires et les opérateurs économiques britanniques. La récente adhésion du pays au Commonwealth sous-tend cette démarche d'élargir son partenariat et de faire la promotion des échanges économiques avec les pays de langue anglaise. Avec sa vision affichée de développement durable inclusif, le Togo veut bien réussir ce pari. Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, travaille d'arrache-pied pour la concrétisation de la vision de faire du Togo un pays en paix et une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Dans cette vision qui s'articule autour de 3 axes que sont le renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la consolidation de la paix et la création d'emplois pour les jeunes en s'appuyant sur les forces de l'économie. Dans ce contexte, le Togo s'est plus que jamais engagé à développer et à maintenir des relations de coopération internationale durables et gagnant-gagnant. Le Commonwealth, qui est une communauté de nations qui se soutiennent mutuellement pour atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, permettra au Togo, j'en suis convaincu, de bénéficier de l'accès à un vaste réseau d'hommes d'affaires qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Le ministère de la Promotion de l'Investissement a pour mission de pérenniser l'ambition de faire du Togo une des destinations les plus attractives dans la sous-région et de mobiliser davantage d'investissements privés dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement. Les secteurs privés et publics togolais sont aussi présents à cette rencontre. De nombreux projets existent dans tous les secteurs et attendent des investissements privés. La rencontre entre le Togo et les opérateurs économiques britanniques est aussi une opportunité pour les mettre en exergue et de nouer des partenariats. L'ambition du gouvernement est de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation de son développement. Ces investisseurs anglais pourraient investir, par exemple, dans la transformation sur place du café produit notamment à Amour-Blo. C'est la spécialité de bien d'agriculteurs et dans la zone, à Sodo-Zion précisément, c'est la richesse de la coopérative Lonzozo. Voyons cela avec Dodo Arrêt. Des plantations de café vieilles de plus de 13 années. C'est la variété SRCC qui est cultivée dans ce champ de plus de 6 hectares. Le rendement par hectare se situe entre 900 et 1000 kg de café. La filière café, c'est le domaine de prédilection de la coopérative Lonzozo. Nous sommes un groupement qui est devenu maintenant société coopérative. Donc nous vendons, nous faisons une vente groupée. Donc on amène au magasin, on pèse là-bas, on trouve le poids et maintenant on calcule la valeur, on nous paie. Ça nous rapporte de l'argent beaucoup. Le café fait partie des potentialités agricoles dont le gouvernement veut améliorer le rendement dans la région des plateaux. Et déjà, 34 zones d'aménagement agricole planifiées et aménagées pour faciliter le travail à plus de 2000 producteurs. Plus de 88 magasins de stockage sont construits et des milliers de kilomètres de pistes rurales tracées. Les producteurs ont également été formés et appuyés sous diverses formes. Des actions qui ont porté à plus de 25 000 tonnes la production du café en 2022 avec un rendement de 560 kg par hectare. Une belle motivation pour les producteurs de Sodo-Zion. Le gouvernement nous appuie beaucoup. Nous avons reçu beaucoup, on a eu beaucoup de formations sur l'entretien courant des plantations. Comment conduire une plantation RCP jusqu'à ce que la plantation donne bien le fruit. Nous avons eu des engrais, donc à travers PASA. PASA nous a appuyés à travers les formations, nous a donné les intrants, les engrais, tout ça là, et aussi les plans de remplacement pour les pieds morts. Donc, il y a aussi, nous avons aussi une microfinance du nom de MGPCC, donc, qui nous fournit l'argent et nous faisons nos besoins.
On est dedans, ça fait longtemps. Si cela n'était pas rentable, on allait démissionner. Parce qu'avec ça, nos enfants, on subvient aux besoins de nos enfants, la scolarité, les besoins de la famille. Bon, ça nous aide. Ayekinam bâtit sa vie également sur le café. Que ce soit pour la récolte ou le décortiquage des graines, elle sait tirer son marron du feu. La plus grosse difficulté de ces producteurs vient des incertitudes du climat. Planter plus d'arbres dans leurs champs, c'est la solution qu'ils ont adoptée. Et alors que la région des Plateaux accueille son forum de producteurs, vous comprenez que l'on vous fasse découvrir ces petites mains qui abattent un grand travail pour l'agriculture togolaise. En leur rang, Adji, qui est jeune producteur, mais grand producteur de céréales, dans l'Ogou, il est installé à Gléi, plus précisément à Madjamakou. Cette année, Adji a emblavé 108 hectares de maïs pour 224 tonnes de cette céréale. Sylvain Rabouzou nous emmène à travers ces champs. Un espace à perte de vue. C'est ici, à Madjamakou, à une trentaine de kilomètres de Gléi, que ce producteur s'est installé pour la culture de céréales. 108 hectares de maïs ont été emblavés et 38 hectares de soja. Ma superficie que j'ai exploitée pour le maïs, 108 hectares, j'ai gagné une production de 224 tonnes. Et celle du soja, 38 hectares, j'ai gagné 27 tonnes. L'haricot, j'ai exploité 24 hectares pour l'haricot. Et j'ai gagné la production 12 tonnes, 8. Je prends dans les mêmes, tous mes produits dans ma ferme et j'emmagasine dans mon magasin ici. Et voilà, ici c'est le maïs seul. Mais par derrière, il y a l'autre du soja. Il manque des magasins, c'est pourquoi j'ai disposé d'autres dehors comme ça. Cette production se fait à la main à travers la main-d'œuvre. Nous consignons des contrats avec les manœuvres. Je signe les contrats. Chaque fin d'année, après le travail, on les achète des motos. Et les femmes, ils prennent de l'argent. Les femmes ne préfèrent plus des motos, mais c'est l'argent, ils prennent en main. Aujourd'hui, ils sont engagés dans la production. Mais le seul souci, les difficultés d'accès au marché. Quand nous disposons nos produits, et avant de pouvoir aussi la vendre, c'est très difficile à nous. Et que il y a des bonnes femmes qui passent, mais ils veulent plus leurs intérêts que nous-mêmes les producteurs. Tout ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à gagner comme cela se doit, mais plutôt c'est la commerçante qui gagne. Sur les 224 tonnes de maïs produits par ce producteur, environ 100 tonnes ont été cédées à l'ANSAT, mais 120 tonnes restent encore stockées et invendues. L'ANSAT a commencé à nous acheter. Et il fait quand même quelques prélèvements un peu dans nos produits. Cela nous arrange beaucoup. Là-bas, le gouvernement, il a eu beaucoup pensé à nous. Et à bas de ça, nous arrivons aussi à supporter nos fils. Aujourd'hui, le producteur vise encore haut, c'est-à-dire disposer des outils modernes pour accroître la production. Lui également attend beaucoup de ce rendez-vous régional des producteurs. Nous voudrions que le gouvernement nous aide à nous trouver des marchés. Si nous produisons beaucoup, il faudrait qu'on ait un marché spécifique. Donc l'État n'a qu'à penser à nous, à ça. Et l'ANSAT celle aussi, c'est insuffisant. 2023-2024, il doit faire 150 hectares. Mais s'il y a le marché, donc il faudrait que l'État aussi nous aide à trouver un marché qui va nous
acheter nos produits. Et si nous produisons, nos produits ne restent pas dans nos magasins. Les problèmes sont donc multiples, d'où ce forum pour permettre à chacun d'exprimer ses besoins visant à aider le gouvernement à relever les défis pour une agriculture beaucoup plus durable. Et l'on a réfléchi à Lomé sur les enjeux liés au commerce transfrontalier de petits ruminants. Nous sommes toujours en agriculture. Une rencontre tenue pour situer les responsabilités des parties prenantes dans le développement de cette activité. Gisèle Kozona nous en parle. 40 000 têtes de petits ruminants arriveraient chaque année au Togo, d'après les estimations. Le transport routier reste le canal privilégié pour le flux. Mais face aux tracasseries de tout genre qui entravent le commerce transfrontalier des petits ruminants, des organisations professionnelles de la filière se sont donné rendez-vous à Lomé. Préoccupation première, trouver des approches de solutions pour assurer la fluidité routière des commerçants. On est en train de sensibiliser nos acteurs qui sont dans les préfectures, de faire tout possible à aborder à Aota pour que chaque véhicule qui va quitter nos frontières pour arriver vers Lomé, la capitale, que chaque véhicule a un macaron pour l'aider, pour qu'il quitte vite, pour circuler. Et quand il y a un problème sur le tronçon, qu'il touche en même temps les points focaux de Aota pour que la marchandise puisse arriver à bon port. 2 ans déjà que l'Association ouest-africaine de commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques Aota facilite les démarches commerciales aux acteurs de la filière. Et c'est grâce au projet Défi Viande de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse. Nous avons travaillé sur le maillon de distribution de la viande. Donc il y a la production mais aussi la distribution. On a mis en relation les producteurs et les commerçants à travers un certain nombre d'ateliers au niveau des préfectures mais aussi au niveau national. Le projet a permis à ce qu'à Lomé, les bouchers, les commerçants de foufou bar soient formés sur l'hygiène dans la commercialisation de la viande. Aota veut à travers ce projet améliorer de plus de 10% des revenus des acteurs de la filière viande de petits ruminants au Togo. L'ONG Vétérinaires sans frontières a fait un travail assez remarquable de manière à obtenir des coopératives avec donc des documents administratifs délivrés par la DEF de Topa et qui a permis maintenant avec cette collaboration que l'Aota a avec cette ONG-là, de briefer les acteurs dans un premier temps sur la fluidité routière et de faire une activité que nous avons appelée la mise en relation commerciale qui permet aux éleveurs d'avoir du marché et qui permet donc aux commerçants d'avoir du bétail à vendre. La rencontre a permis de sensibiliser davantage le public sur les enjeux majeurs liés à la promotion du commerce transfrontalier des petits ruminants et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Soutenu financièrement par la CEDEAO et la coopération suisse, le projet prend en compte les éleveurs des préfectures de Blita, Haro, Agou, Aguenivé et Golfe. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère des Travaux publics à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 4 sur le tronçon Tchévier-Aného. Il est porté à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 4 que les travaux de construction et d'équipement du nouveau poste de péage moderne de Tabligbo sont entièrement achevés. À cet effet, le ministre des Travaux publics informe les usagers de la dite route que les opérations de perception des droits d'usage de la route qui s'effectuaient au niveau de la plateforme en conteneur 6 au PK39 sont transférées au dit nouveau poste moderne au PK38 à compter du mardi 14 février 2022 à 6 heures précises. Les opérations de collecte des droits d'usage de la route concernent tous les usagers qui y sont assujettis conformément à la réglementation en vigueur. Le ministre des Travaux publics compte sur la compréhension et le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect des nouvelles dispositions prises à cet effet. Le communiqué est fait à Lomé le 8 février 2023 et signé Madame Zouréatou Kassa Traoré. Accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, le premier contrat de délégation de services publics dans le secteur de l'eau vient d'être signé. C'est au profit des communes du réseau Michentové-Kovié. Le projet global concerne les petits centres de la région maritime. Christine Péché-Kialoudé pour des précisions.
premier contrat de délégation de services publics dans le secteur de l'eau. La commune bénéficiaire est Zio 2. Château est l'entreprise exécutante. Avec ce contrat, la mini-adduction d'eau potable de Michintové-Kovier ne sera plus gérée par une organisation communautaire, mais plutôt par l'entreprise Château. Cette nouvelle gestion permet aux populations de rompre avec les difficultés liées à l'accès à l'eau. Entre-temps, la population se plaignait que le coût de l'eau est très cher, que les devis sont chers. Donc, ensemble avec l'entreprise Château, on verra comment les devis seront faits pour le bien-être de la population de la commune de Ziol. C'est une occasion pour moi de remercier le chef de l'État et tout le gouvernement pour leur engagement aux côtés des communes pour le développement à la base. L'entreprise Château a toutes les compétences pour être l'intermédiaire direct dans la fourniture de l'eau potable. Château est le nouveau délégataire pour la gestion de l'eau potable au niveau de la commune Ziol 2. C'est un défi qui est lancé et c'est une phase d'expérimentation dont Château fera de son devoir pour que l'accès à l'eau potable puisse être effectif dans nos communes. On a aidé les parties prenantes, PADI, RWP, la commune de Zio 2 et le délégataire, l'entreprise Château, et aussi assistant financier pour qu'on puisse financer à la fois la préparation du contrat et à la fois la réhabilitation et l'extension du réseau d'eau de Michintové. La délégation de services publics dans le secteur de l'eau, une synergie de gestion nouvelle du service d'eau en expérimentation. Ce système, c'est du nouveau, c'est de l'innovation dans la gestion du service d'eau au Togo, parce que jusqu'à présent, quand on prend les milieux semi-urbains, les petits centres sont gérés soit par les OSEPA, les associations d'usagers, ou encore les comités eau. Et ce que nous vivons, c'est que s'il y a des pannes, ces acteurs n'arrivent pas toujours à réparer. S'il faut faire des investissements pour étendre le réseau, ils n'arrivent pas. C'est ce que vient corriger ce premier contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans. Et nous nous rendons dans la région des Savanes pour parler de cette remise de kits d'installation aux artisans volontaires d'engagement citoyen. Alors, 6 mois de travaux d'intérêt commun leur offrent aujourd'hui les conditions pour exercer effectivement les métiers pour lesquels ils peinaient à s'installer. Gérard Lagoudou. Voilà l'ambiance qui traduit la joie de 266 volontaires d'engagement citoyen VEC issus de 12 corps de métier de l'artisanat. Les ministères en charge du développement à la base et de l'artisanat les ont accompagnés dans l'installation de leur activité à travers la présente remise de kits à chaque branche du secteur artisanal. Ceci après 6 mois de mission d'intérêt commun dans leurs communautés respectives. J'ai appris la maçonnerie, ce qui a manqué, c'est que pas de moyens. Le matériel que j'ai eu, ça va m'aider beaucoup de choses à faire. Construction, fabrication des briques. J'ai fait le CRETEP, électricité, bâtiment et industrie. Ce matériel va beaucoup m'aider. Il y a la perceuse, il y a les tournevis, des échelles. En plus, beaucoup de choses dedans qui me manquaient. Avec une contribution de plus de 18% dans le PIB national, le secteur artisanal se positionne comme une source de croissance économique et surtout un levier de lutte contre le chômage et le sous-emploi en faveur de la jeunesse surtout passionnée de métiers de l'artisanat. D'où une attention particulière et soutenue accordée par le gouvernement togolais. Malgré les difficultés de l'heure, les plus hautes autorités du pays n'ont pas lésiné sur les moyens en vue de satisfaire ce besoin des artisans VEC. L'organisation et l'appui aux jeunes artisans pour en faire de véritables professionnels constitue l'un des axes stratégiques prioritaires de la politique nationale de développement de l'artisanat PNDA, adopté par le gouvernement en mai 2011.
Offrir des possibilités d'emploi pour d'autres jeunes implique non seulement l'appui du gouvernement, mais également une contribution à hauteur de 25% de la valeur d'acquisition du matériel de travail est attendue des bénéficiaires de ces kits d'installation. Au total, 257 millions de francs CFA ont été investis par le gouvernement au profit de plus de 750 jeunes artisans bénéficiaires de cet accompagnement. Cette contribution, elle est vraiment essentielle dans l'approbation que les bénéficiaires feront de cette initiative du gouvernement. C'est elle qui crée l'attachement à la réussite et au désir de gagner. C'est pourquoi, chers volontaires, chers artisans, je vous exhorte à prendre sur vous la responsabilité de rembourser votre contribution de 25% de la valeur des équipements qui seront mis à votre disposition. Je vous invite surtout à faire un bon usage des matériels qui vont vous être donnés à l'instant. Face aux défis sécuritaires de l'heure, l'assistance a été invitée à avoir un dénominateur commun, celui d'être des artisans de paix dans leurs communautés respectives en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité, toujours engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Et je vous le dis en titre, la Croix Bleue au Togo a ouvert à Goudrafort un centre de réhabilitation des personnes en addiction aux drogues et autres substances psychoactives. Accueillir donc ces volontaires au décrochage, les traiter, aussi les accompagner dans leur insertion sociale, c'est le but de cette Maison Bleue. Marie-Réla Beta, Marie-Ange Bida, reportage. Une maison de 3 pièces avec toutes les commodités pour accueillir les personnes dépendantes de substances psychoactives. La branche togolaise de la Croix Bleue met en place ici, dans la commune Lac 3, un dispositif devant aider à la désintoxication, au rétablissement et à la réinsertion sociale des addicts à l'alcool et aux drogues. Nous avons créé ce centre pour essayer d'aider ceux-là qui sont désireux de raccrocher leur consommation ou qui, après avoir raccroché de consommer, ils sont toujours tentés et ils ne savent pas comment résister, comment arriver à maintenir ce statut de sevrage. Et ceux qui même continuent de prendre des substances et qui sont désireux de cesser, nous sommes là pour les accompagner. C'est l'œuvre spécifique de la Croix Bleue du Togo. Le centre peut accueillir 10 personnes. Le choix de sa localisation n'est pas anodin. Goudrafort est un site touristique, un site historique où on retrouve beaucoup d'étrangers et donc la consommation de substances abonde. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce milieu. Le Comité national anti-drogue appuie la Croix Bleue dans ses diverses actions. L'ONG internationale suisse est présente au Togo depuis 2009. Elle œuvre dans la prévention, le conseil et l'accompagnement en matière d'addiction. Elle a lancé il y a 2 ans une ligne verte à l'eau Croix Bleue pour intensifier ses actions sur le terrain. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.